Bonjour, je m'appelle Loïc Fell, je suis cofondateur de l'association Coal, qui est dédiée à la promotion de l'écologie par la culture, et de Influence for Good, une agence de plaidoyer et de lobbying qui travaille essentiellement sur les problématiques d'urbanisme et d'écologie. Il se trouve que dans mes métiers, l'outil le plus puissant dont je dispose pour accompagner une certaine emprise sur les consciences, c'est l'art contemporain. Alors comment j'en suis venu à identifier l'art comme étant un outil puissant d'accompagnement au changement de comportement collectif et d'influence? Cette histoire commence quand j'étais petit, dans le village où je suis né, qui s'appelle Waldikofen, à la frontière suisse, un village du Sundgau en Alsace, un petit village bucolique et idyllique, très champêtre, qui pourtant a été confronté à une crise écologique en 1986. Cette année a marqué dans la mémoire collective une prise de conscience écologique à cause de la catastrophe de Tchernobyl en avril. Mais l'histoire qui m'a marqué, elle, a émergé le 1er novembre 1986, et c'est une usine pharmaceutique qui s'appelle Schweizerhalle, en Suisse, qui a explosé, avec la même réaction chimique que celle à l'origine de l'explosion de l'usine AZF ou du port de Liban cet été. Et cette usine a déversé un nuage orange dans mes mémoires qui a envahi la vallée, dont celle de mon village. Et à ce moment-là, une voiture passait avec des haut-parleurs pour indiquer à la population de bien vouloir mettre des linges mouillés au bas de leurs portes et autour de leurs fenêtres pour empêcher l'air d'entrer. À ce moment-là, mon univers a complètement changé. Je me suis rendu compte qu'il existait un monde au-delà qui pouvait influer mon petit espace bucolique et que l'environnement n'allait pas si bien que ça. Et d'ailleurs, l'environnement, même dans mon village, allait déjà très mal, mais j'en avais pas conscience. À l'époque, on a failli perdre les cigognes, qui sont le symbole de l'Alsace. Il n'y avait plus que quelques couples nicheurs sur l'ensemble de notre région. Mais un mouvement populaire s'est engagé et, jusqu'à il y a quelques années, a appris aux cigognes à ne plus effectuer leur migration pour renforcer leur résistance et la population. Et ce programme a réussi. On a réussi à démultiplier le nombre de couples nicheurs et aujourd'hui, rien que dans mon village, il y a 3 couples nicheurs. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à sauver la cigogne alors qu'il existe un autre animal en Alsace qui, lui, est en voie d'extinction, a suivi la même dynamique et a quasiment disparu, à savoir le grand hamster d'Alsace, ou autrement appelé la marmotte de Strasbourg. En fait, la raison en est simple, c'est que ce petit animal ne fait pas partie de notre identité, de notre iconographie ou de notre art. L'image précédente que je viens de vous montrer, c'est les motifs Hensi. Ces motifs sont les motifs traditionnels d'un dessinateur alsacien très connu et qui se retrouvent sur toute l'iconographie, la carterie, la papeterie, la vaisselle. Donc la cigogne a une place centrale dans notre imaginaire et dans notre identité. Ce n'est pas le cas du hamster. Donc cette différence de mobilisation pour sauver les cigognes tient uniquement à une dimension culturelle qui est passée par la diffusion des images. Donc l'art peut être un vecteur extrêmement puissant pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et le changement climatique et accompagner des transformations sociales. Et il peut le faire de bien des manières. Et c'est là où ça devient un outil extrêmement intéressant parce qu'en plus d'être puissant, d'être visible, d'avoir une certaine aura attribuée par la société parce que c'est de l'art, mais aussi une certaine pérennité parce qu'on va le conserver, parce que c'est du patrimoine. Mais son influence va bien au-delà et se démultiplie ou se décline de plusieurs manières. La première des influences, qui est souvent insoupçonnée parce qu'on pense d'abord à l'influence des images, c'est que l'art, c'est aussi une industrie. Et c'est pas n'importe quelle industrie, c'est une industrie puissante qui a la capacité de payer cher certains éléments parce qu'elle va y mettre beaucoup d'exigences et du coup elle est prescriptrice auprès de beaucoup d'autres industries. L'image que je vous montre par exemple ici, c'est la Réserve des Arts à Paris, qui est en fait une association avec un entrepôt dédié à la récupération des matériaux issus des productions culturelles, tels que les théâtres, les opéras, les scénographies d'exposition, pour créer une dynamique d'économie circulaire au sein des disciplines artistiques. Parce que une scénographie, par exemple, on est très exigeant sur les matériaux, on peut demander des innovations, on peut financer de la recherche et développement via des projets culturels, mais ils ne sont utilisés que le temps de l'exposition. Après, ça part à la poubelle. En réalité, à la fois via ces commandes et via la destination finale de ces matériaux utilisés dans le cadre de l'art, il est possible, en tant qu'industrie, d'avoir une importante influence, et elle a une influence majeure. Pour donner juste un chiffre, aux États-Unis, les industries culturelles en Californie représentent
le deuxième impact environnemental de l'État derrière l'industrie pétrochimique, et bien avant toutes les autres. L'art a aussi une autre puissance sur les consciences et un effet extrêmement fort dont on a un peu plus l'habitude, mais qui est particulièrement important pour la question de l'écologie, c'est celle de la prise de conscience et de la sensibilisation. L'image que je vous montre ici, c'est une œuvre de Michael Pinsky qui a travaillé sur la base des informations données par les rapports officiels du GIEC, donc du groupe inter-État d'études du climat, et qui, ici, présente avec un petit cercle bleu le futur niveau maximal des océans au vu des scénarios du changement climatique. En fait, le changement climatique, comme l'érosion de la biodiversité et quelques autres phénomènes, sont ce que le philosophe américain Edward Norton appelle des hyperphénomènes, c'est-à-dire des phénomènes qui sont en dehors de notre temporalité de vie, qui excèdent nos capacités de perception et qui excèdent les dimensions dont on a l'habitude ou auxquelles on a l'habitude de réfléchir. Avec ce simple petit marqueur bleu, subitement, le changement climatique fait irruption dans notre expérience vécue et notre expérience quotidienne. Subitement, il prend une dimension concrète. Et ça, c'est mobilisateur. Tant que le risque reste abstrait, comme quand il y a écrit sur un paquet de cigarettes fumées tu, ça reste une information. C'est pas sensible, c'est pas dans notre monde vécu. Connaître un malade, là, ça devient concret. Voir ce marqueur dans notre espace de vie quotidienne, là, ça devient concret. Et c'est un vecteur de mobilisation. Autre facteur aussi, c'est la capacité de l'art à explorer des solutions et à les promouvoir. L'exemple que je vous montre ici, il s'agit de Aykroyd et Harvey, un duo anglais, qui a développé une technique de production d'images écologiques. En l'occurrence, il s'agit du portrait de Lorraine Germont, qui est cofondatrice de Koala avec moi, qui est imprimé sur de l'herbe sans aucun produit. En fait, il s'agit ici d'ensemencer avec des graines d'herbe une plaque de terreau, qui est ensuite mise face à un projecteur UV, mais devant ce projecteur UV est placé le négatif de la photographie. Et le négatif va filtrer les UV, et l'herbe va recevoir plus ou moins d'intensité d'UV selon le filtre du négatif de la photographie. Et cette intensité d'UV va donner une couleur plus ou moins profonde à l'herbe. Et ainsi, l'image va s'imprimer sur le vivant. Ce procédé écologique a ensuite été utilisé pour des messages publicitaires lors des JO de Londres. Pourquoi est-ce qu'une méthode aussi simple, aussi artisanale a pu être expérimentée et déployée par un artiste et ensuite devenir une référence pour des productions mondiales avec une forte visibilité et une industrie aussi puissante que celle de la publicité? C'est tout simplement parce que l'artiste a plusieurs atouts dans sa poche pour pouvoir influencer et accompagner. La première, c'est qu'il a droit à l'échec. Il peut essayer des choses sans avoir l'obligation de réussir et il pourra continuer après. La deuxième, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir un modèle économique dès le départ quand il commence à travailler sur sa recherche et que chaque œuvre, en fait, dans le parcours d'un artiste contemporain, n'est que le témoignage d'une étape dans une recherche plus globale. Enfin, il a aussi une image sociale différente puisqu'il est perçu comme étant un agent social neutre. Contrairement aux politiques, on n'imagine pas qu'il cherche à se faire élire. Contrairement à une entreprise ou à une marque, on n'a pas l'impression qu'il est là pour faire de l'argent. On a l'impression qu'il y a une forme de neutralité en tant qu'agent social qui lui permet de collaborer avec un ensemble d'acteurs bien plus large que n'importe lequel des autres et de créer du lien et donc de les influencer tous. D'autre part, il a le crédit de l'art puisqu'on attribue aussi une certaine valeur sociale et une valeur symbolique à l'art, et ce qui est issu du monde de l'art bénéficie de cette valorisation. Donc des procédés parfois très simples qui seraient perçus négativement ou mal jugés du point de vue du corps social, s'ils sont portés par un artiste ou par un ensemble d'artistes dans le cadre d'un mouvement artistique, là, ça prend une autre valeur symbolique et ça peut se diffuser dans le corps social. Donc l'artiste lui-même est un influenceur de conscience extrêmement important. Et il peut aller plus loin aussi. Il y a une méthode très particulière qui est issue de l'art contemporain, qui s'appelle la sculpture sociale. Le premier théoricien de cette idée, c'est Joseph Beuys, qui a pour intérêt d'être à la fois un artiste, mais aussi le cofondateur du Parti vert en Allemagne. Donc à la fois un engagé politique et en même temps un plasticien. Et l'idée de sculpture sociale,
c'est clairement de l'influence, c'est en fait une méthode qui permet, sous couvert de l'art, mais qui peut être utilisée également en politique, de constituer un groupe social autour d'une cause commune ou d'une forme commune, d'une action commune qui bénéficie de cet attrait culturel et social qu'apporte le vernis artistique pour les mobiliser à faire quelque chose ensemble et quelque chose qui a une portée pour la cité, une portée pour politique. Ici, on peut prendre pour exemple Amy Belkin, qui est une artiste qui, depuis 2005, a dédié toute sa pratique artistique principale à une cause unique. Son objectif ultime est de faire reconnaître le climat comme étant un bien commun de l'humanité auprès de l'UNESCO. Pour ce faire, elle mène plusieurs actions. Elle détourne principalement des dispositifs existants. Sur l'image que vous voyez, par exemple, elle détourne les affichages publicitaires urbains en 4x3, bien connus des communicants, et au lieu d'y diffuser des messages commerciaux ou de promotion de marque, ici, elle diffuse le message de son projet, qui consiste à constituer des collectifs citoyens autour de la lutte contre le changement climatique et d'effectuer un second détournement, qui consiste à détourner le système financier autour du climat. En l'occurrence, dans le cadre des accords internationaux de lutte contre le changement climatique, les entreprises de certains secteurs se voient allouer des quotas d'émissions de CO2 qu'ils doivent respecter. Si une entreprise ne dépasse pas ces quotas, son surplus de quotas autorisé, elle peut le vendre sur le marché carbone. Et à l'inverse, une entreprise qui va dépasser son quota doit acheter sur le marché carbone les quotas nécessaires pour continuer sa production. Mais c'est un marché à somme nulle, puisque le nombre de quotas final global en circulation reste le même, celui donné au départ. Ce que Amy Belkin propose, c'est que les citoyens interviennent dans ce marché, se constituent un peu comme dans le cadre d'un crowdfunding, rassemblent de l'argent et achètent avec cet argent des quotas CO2 qui ne sont pas réattribués à une industrie, qui du coup sont des quotas de CO2 qui ne seront pas émis. C'est une façon de détourner le système pour réduire la pollution globale. Donc l'artiste a aussi cet intérêt de pouvoir mobiliser les gens autour d'une cause sans modèle économique, sans autre intérêt que la cause elle-même, et de mobiliser très largement au-delà des frontières ou du système, et d'être une forme de hacker du système. Et c'est en cela aussi que non seulement il accompagne les consciences, mais aussi l'action. Et c'est là où il devient un agent extrêmement efficace d'influence, en l'occurrence pour la cause écologique. Ce n'est pas tout, puisque l'artiste peut aller bien plus loin, et c'est là toute la différence, mais aussi tout l'enjeu. Aujourd'hui, on a développé un imaginaire extrêmement détaillé et diversifié sur un futur de catastrophe. Un futur où la crise écologique et sociale globale mènerait à une collapsologie de notre civilisation. C'est hélas un scénario probable. Mais plus on va imaginer ce scénario, plus il risque de devenir réel. Et donc la lutte passe aussi par un imaginaire, et il faut développer un imaginaire contraire, un imaginaire dans lequel la transition écologique et solidaire serait une réussite. On n'a pas développé cet imaginaire, et c'est le travail des artistes. En réalité, à chaque fois qu'on a demandé au corps social de faire un effort, on a réussi à obtenir cet effort parce qu'on lui a développé un imaginaire d'un après où ça se passait bien. Par exemple, le communisme avait l'idée des lendemains qui chantent. La révolution, les efforts, les dangers que la population allait accepter étaient récompensés in fine par ces lendemains qui chantent. C'est un peu déchanté, hélas. Mais c'est cet imaginaire qui a appuyé la motivation et la mobilisation de chacun. De même, imaginez au moment de la révolution industrielle, des gens qui ont quitté leur campagne, un certain confort de vie, ils avaient de l'espace, ils avaient une autosuffisance alimentaire et un certain niveau de confort qu'ils ont abandonné pour partir dans des banlieues ou dans des villes, travailler dans des usines, dans des conditions de travail incomparablement plus difficiles, des conditions de vie incomparablement plus insalubres, mais tout cela parce qu'ils étaient motivés par la promesse du positivisme, la promesse du progrès, la promesse de l'accès à plus de services, à de l'éducation, à une meilleure vie pour leurs enfants. En réalité, il n'y a que en proposant au groupe un imaginaire d'un mieux positif qu'on obtient leur engagement et leur effort. Ainsi, sur la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, pour la réussite de la transition écologique et solidaire, on a crucialement besoin de diffuser un imaginaire positif de la transition, un imaginaire où on imagine la vie quotidienne qu'on pourrait avoir quand ça se passe bien. Et c'est là où les artistes doivent intervenir, de toutes les disciplines, que ce soit en art plastique,
pour un imaginaire visuel, mais surtout aussi les médias les plus puissants auprès du grand public, à savoir les séries, les films, la littérature, le spectacle vivant, tous peuvent prendre contribution à cet imaginaire. Et il y a très peu d'exemples à date. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler. C'est le cas ici par exemple de Suzanne Husky qui développe un imaginaire très bucolique, très simple, très coloré de ce que serait l'habitat de demain ou le monde de demain, extrêmement joli et joyeux. Enfin, pour finir, le plus intéressant avec cette démarche, en utilisant l'art, c'est surtout qu'elle n'est pas identifiée non plus comme étant géographiquement limitée ou culturellement limitée. L'art contemporain, son intérêt, c'est qu'il a une scène mondialisée. Et surtout, dernier point, et c'est là où ça devient vraiment influent, on pourrait se dire, après ce que j'ai dit, que le plus intéressant serait de travailler sur les scénarios des séries ou des films, puisque c'est là où on influence le plus grand nombre de personnes. Mais l'art contemporain a quelque chose d'un peu à part, c'est que c'est aussi un marché et c'est des collectionneurs. Et les collectionneurs sont les personnes les plus fortunées. Or, ces personnes les plus fortunées sont celles qui polluent le plus dans leur consommation individuelle du fait de leurs moyens, mais c'est aussi celles qui sont souvent les capitaines d'industrie et qui du coup prescrivent ce qui va être offert au grand public et les facteurs de pollution de la consommation de chacun. C'est pourquoi l'art contemporain est un vecteur d'influence et d'emprise de conscience à la fois universel et en même temps auprès du public ciblé le plus précisément qui a le plus d'impact. Merci beaucoup.